Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'analyse d'édition parce que visiblement Wizards n'en a pas assez de nous produire du contenu. Et bah du coup on va être à fond sur cette nouvelle édition Innistrad Noces Écarlates. Bien sûr, durant les prochaines vidéos, vous en doutez, on va un petit peu analyser tout ça pour que vous ayez toutes les clés et savoir qu'est-ce qui est bon dans cette édition pour le commandeur. Et aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour l'épisode sur les commandants de l'extension Noces Écarlates. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Et oui, je vais faire quelques petites publicités comme d'habitude. Tout d'abord, déjà, est-ce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram notamment, parce qu'on a plein de news qui sont diffusées là-bas concernant les dernières vidéos, les dernières annonces, etc. Et surtout également les derniers lives qu'on fait assez régulièrement. On essaye un petit peu de proposer de nouvelles émissions d'ailleurs depuis quelques temps, donc bon, il y a encore des améliorations qui sont à venir, mais si jamais vous ne pouvez pas venir voir les lives en direct, et oui ça arrive, eh bien vous pouvez tout simplement aller sur la chaîne secondaire les archives de la tour, qui est la chaîne des replays pour les lives. On a mis à jour là les derniers replays des lives, voilà, tout y est. Pour ceux qui voulaient absolument avoir le replay complet du week-end de la tour, il y est également. On a les replays des derniers lives un petit peu intéressants, où on discute, on joue, on construit des decks, on a beaucoup construit de decks récemment. Donc voilà, je vous invite à y aller éventuellement, et évidemment à trouver du contenu qui vous intéresse. Ensuite, je vais évidemment remercier les tipeurs, vous les connaissez, ce sont les personnes qui nous soutiennent financièrement, ponctuellement ou bien tous les mois, et je tiens à les remercier du fond du cœur, parce qu'ils nous permettent de continuer à avancer dans les projets de la tour, et ils me permettent aussi de vivre, voilà, je le rappelle. Donc on a pas mal de projets qui sont encore en cours, on est encore en train de préparer le 3e week-end de la tour, puisqu'on veut enchaîner, parce qu'on est des gros tarés, et que visiblement on vous aimait bien. Et voilà, donc il y a encore la préparation là-dessus et de l'investissement à faire, qui est possible grâce à ces tipeurs. Et j'ai également une annonce pour les tipeurs, et pour ceux qui voudraient tiper la tour, eh bien, si jamais vous tipez la tour durant les mois de novembre, décembre ou janvier, eh bien écoutez, et que vous avez pris évidemment le rang commandant vétéran, donc celui qui donne accès aux petits jetons dédicacés de la tour de commandement, eh bien, vous aurez également en plus dans l'envoi une carte supplémentaire, une carte promotionnelle. Généralement, voilà, ce sont des full art ou des versions alternatives de certaines cartes, assez recherchées bien sûr pour le commandeur et intéressantes. Donc voilà, du coup, si vous nous typez pendant cette période-là, pendant l'un de ces 3 mois, ou les 3, eh bien vous recevrez une carte supplémentaire en petit cadeau. Et si vous souhaitez nous typer, eh bien du coup c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la nouvelle édition de Magic, Innistrad Noces Écarlates, que je vais appeler Noces Écarlates tout court, et on va surtout s'intéresser aux commandants dans l'édition, c'est-à-dire les créatures légendaires qui peuvent être des commandants dans cette édition-là. Bien sûr, je ne parlerai pas des commandants exclusifs aux boosters d'extension ni aux decks commandeurs, ça sera abordé dans une autre vidéo sur les decks commandeurs, voilà. Ici, je parle vraiment de l'édition standard. Commençons directement avec le blanc et avec Katilda, martyr de Serre-Orient, une créature légendaire esprit psychagogue étoile, pour 3 mana dont 2 blancs. Elle a le vol, le lien de vie et la protection contre les vampires. La force et l'endurance de Katilda, martyr de Serre-Orient, sont chacune égales au nombre de permanents que vous contrôlez, qui sont des esprits et ou des enchantements. Elle a la perturbation pour 5 dont 2 blancs, donc voilà, elle peut être rejouée depuis le cimetière en perturbation. Et elle revient en tant que Aube de Katilda, un enchantement légendaire aura qui enchante une créature. La créature enchantée a le vol, le lien de vie et la protection contre les vampires. Elle gagne +X étant le nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements. Et si elle devait être mise dans le cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Chose très intéressante, en fait, ici, Katilda, bon, évidemment, c'est la version mono-blanc de celle qu'on avait eue avant, qui synergisait pas mal avec les humains, bien sûr. Ici, on est dans une autre version, qui est ultra esprit et enchantement. C'est assez intéressant en fait, j'aime beaucoup Katilda de certains points de vue, c'est-à-dire qu'elle a déjà des mots-clés qui sont assez puissants, alors protection contre les vampires, évidemment, c'est très spécifique, c'est un petit peu du côté du lore que ça traîne là, pour le coup. Mais derrière, le vol et le lien de vie déjà sont 2 très bonnes capacités, sachant que c'est une étoile qui va avoir tendance à augmenter au fur et à mesure de la game. Je vous avoue que ça peut devenir du coup un très bon commandant, un petit peu Voltron. Le problème, c'est que ici, je parle évidemment de la partie recto, c'est que Katilda elle est mono-blanche, et que mono-blanc esprit, c'est un peu dommage, parce que le bleu a également de très bons esprits, il a même certains lords esprits qui permettent de booster les esprits ou bien de faire des capacités spéciales vis-à-vis d'eux,
C'est un petit peu particulier là-dessus. Ça veut dire qu'on se couperait du bleu qui apporte quand même pas mal de choses. Après, bon, blanc, ça pourrait être blanc jeton, esprit, du coup ça fonctionnerait aussi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le côté enchantement aussi, en fait, parce que enchantement, le blanc est systématiquement quasiment dans tous les decks enchantement. Ça, vous le savez, les decks enchantress intègrent quasiment toujours le blanc. Généralement, blanc-noir, blanc-bleu, blanc-bleu-vert, blanc-vert, aura, il y a beaucoup de choses, mais généralement, c'est toujours, bizarrement, avec le blanc. Et pour une très bonne raison, c'est que les très bons enchantements sont évidemment dans cette stratégie-là. Mais après, c'est à voir, parce que là, du coup, mono blanc, enchantement et éventuellement aura, parce que du coup, j'envisagerais peut-être un deck Voltron aura autour de Catilda, puisque vol lien de vie, et imaginons avec un plus X déjà sur elle, avec une autre carte, c'est quand même extrêmement fort. Donc, c'est intéressant, mais je pense que la restriction de l'avoir en command zone et de n'être que mono blanc, ça risque de faire en sorte en fait que le deck, il aura pas tout ce qu'il devrait avoir pour réellement fonctionner à fond. On se restreint un petit peu à cause de la couleur. L'aube de Catilda, d'ailleurs, moi je pense que c'est un très bon enchantement aussi, et du coup, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter en fait. Je veux dire, si vous jouez esprit mono blanc avec Catilda, bah, vous pourrez enchanter un de vos esprits pour qu'il ait le plus X quand Catilda sera au cimetière. Ce qui fait d'ailleurs que du coup, Catilda, bah, techniquement, vous pouvez l'utiliser 2 fois sans avoir à la renvoyer dans la commande zone. Donc voilà, une fois quand elle vient depuis la commande zone en tant que créature, ensuite une fois depuis le cimetière avec la perturbation en tant qu'aura. Et c'est bien parce qu'en fait, étant donné que c'est exactement la même chose que la phase recto, en fait, on donne les capacités de Catilda à la créature qui sera enchantée, et bah du coup c'est quand même très intéressant. Ça fait que même si Catilda était par exemple le Voltron, et que ça devenait vraiment une grosse créature qui allait taper les adversaires, bah du coup quelqu'un d'autre peut devenir le Voltron avec l'aube de Catilda. C'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant, mais malheureusement, je pense que la plupart du temps, alors à moins que vous ayez vraiment envie de jouer Catilda en commandant, ce que je pourrais tout à fait comprendre, parce que ça a l'air très sympa, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus efficace dans les decks Esprit avec un autre commandant, ou bien dans les decks Aura avec un autre commandant aussi. Donc voilà. Mais vraiment, il y a de bonnes choses. Je pense qu'il y a certains commandants, je pense à Tuvasa qui était extrêmement aura, enchantement, qui peut jouer Voltron un peu vénère. Bah, j'avoue que donner à Tuvasa le plus X et le vol et le lien de vie, à mon avis, ça a l'air un petit peu vénère pour ce commandant-là. Mais bon, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, peut-être plus dans les decks qu'à la tête, ou alors ça va être plus tranquille. Alors c'est une première ici, parce que le second commandant blanc, c'est Thalia, gardienne de Traben, qui est une réédition. Elle coûte 2 dont 1 blanc, c'est une 2-1 humain et soldat avec l'initiative, et les sorts de non-créature coûtent 1 de plus à lancer. Alors, pourquoi c'est une première? Parce que je vais évoquer avec vous un petit peu la situation. Thalia, elle a eu 2 versions. Elle a eu la version numéro 1, Thalia gardienne de Traben dans le premier Innistrad, et la deuxième, Thalia Cathare hérétique dans Ténèbres sur Innistrad. Et le truc c'est que là en fait on est revenu à la première version, et c'est une édition standard. Alors oui, parce que c'est la première fois, j'ai fait mes recherches, mais j'ai peut-être pu passer à côté quelque chose, vous me direz, mais c'est la première fois où dans des sets standards, je précise, on a une carte qui est rééditée, une créature légendaire qui est rééditée, qui avait déjà eu une deuxième version, et là c'est la première version qui est rééditée. Vous me direz si jamais je me plante, dans les éditions standards. Thalia gardienne de Traben, je vais faire rapidement évoquer un petit peu la puissance de la carte. Elle peut être jouée dans 2 stratégies majeures. En fait, elle peut être jouée dans les stratégies stacks, c'est-à-dire tout ce qui empêche les adversaires de jouer normalement, voilà, qui les restreint, etc. Parce qu'évidemment, les sorts de nos coûtent un de plus à lancer, c'est pas mal. Mais il y a une stratégie dans laquelle elle est encore mieux, c'est une sous-stratégie de stacks, c'est 8-bear. 8-bear. C'est en gros toutes les petites créatures qui justement font des effets comme Thalia qui empêchent les adversaires de jouer. C'est stacks, mais sur des créatures petite à jouer et du coup généralement très efficace. Et Thalia en tant que commandant de 8-bear, elle fonctionne plutôt bien parce que elle se focalise sur les sorts non créatures, c'est symétrique, mais vous comme vous jouez des créatures qui stacks, du coup vous n'avez pas cette perturbation au niveau des coups de mana. Et c'est intéressant parce que Thalia ça reste un commandant qui est très peu cher, qui a de bonnes capacités et qui fonctionne dans ces decks là et qui a souvent été joué. Donc alors à la tête des decks, le problème c'est que c'est mono blanc encore une fois, donc monocolore, du coup on a un peu moins de possibilités au niveau de 8-bear et stacks, c'est un peu dommage, mais c'est quand même faisable bien sûr. Et dans les decks, elle est très souvent jouée dans ces decks là, donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est une très bonne garde, très bonne réédition. On passe maintenant au bleu avec Geralf, raccommodeur visionnaire. Une créature légendaire humain et sorcier 1-4 pour 3 mana dont 1 bleu. Les zombies que vous contrôlez ont le vol, et pour un bleu, vous l'engagez, vous sacrifiez une autre créature non jeton. Créez un jeton de créature XX bleu zombie, X étant l'endurance de la créature sacrifiée.
Alors, là, il y a pas mal de choses à dire sur Geralf. C'est une très bonne carte, hein, ça je vais vous le dire tout de suite. Ce commandant est très bon. On a évidemment le vol aux zombies que vous contrôlez. Alors, mais le problème c'est que si on prend Geralf en tant que commandant en lui-même, eh ben le petit problème c'est qu'en mono bleu, zombies, il y en a, bien sûr. Beaucoup de zombies d'Innistrad qui sont bleus quand même. Mais beaucoup qui sont aussi, en fait, on peut vraiment s'en passer. Donc il y a quelques très très bons zombies bleus qui existent, mais malheureusement, la plupart du temps, le noir est quand même ultra dominant, quoi. Il se combine avec le bleu ou le blanc, ou même les deux, à certaines occasions, mais c'est rare qu'on ait des zombies purs mono-bleus qui soient vraiment très très bons. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais là, on va peut-être éviter de trop digresser là-dessus. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué de le jouer mono-zombie, mono-bleu. Impossible. Par contre, il y a autre chose, c'est que comme sa création de jetons est quand même assez intéressante, parce que bon, créer une XX, X étant l'endurance de la créature sacrifiée, moi ce qui me vient tout de suite, tac, c'est jouer mur, en fait. Alors mur ou créature avec grosse endurance, voilà, vous avez compris l'idée. Mais en gros, si vous jouez mur, alors en plus sachant que le bleu a de très bons murs, mine de rien, eh bien, vous pouvez juste exploiter ces murs déjà pour protéger un peu vos points de vie pendant un premier temps. Voilà, ils bloquent, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a des murs qui sont parfaits pour ça, c'est un peu le but en même temps. Et derrière, vous n'avez plus qu'à les sacrifier un moment pour faire des zombies volants et pour passer à l'offensive derrière. C'est très intéressant parce que du coup, Geralf fonctionne extrêmement bien tout seul en fait. C'est que il a besoin de ses murs pour s'alimenter derrière, il a besoin de ses créatures en non-jetons. Mais derrière, en fait, le fait qu'il fasse des zombies qui sont quand même assez gros, et qu'il leur donne le vol de base, c'est quand même très puissant. Là-dessus, je pense que vraiment Geralf, il fonctionne très très bien. Je vois pas vraiment quoi dire de plus, le truc c'est que ça va être un deck qui va être basé énormément sur les créatures, sur les murs, etc. Éventuellement un petit peu de gestion derrière, et c'est tout à fait jouable. Alors après, en dehors du deck, c'est spécifiquement Geralf, quand il est pas dans la zone de commandement, Geralf, il est très bon dans les jeux zombies en général en fait. Si on a un jeu zombie bleu-noir ou Esper, blanc-bleu-noir, en fait, Geralf, il va déjà donner une capacité qui est gigantesque, parce que les zombies ont tendance à être quand même, dans la plupart des jeux, extrêmement nombreux. Généralement, voilà, c'est quand même, tu peux faire beaucoup de zombies très rapidement, mais ça reste quand même que des 2-2 vanilla, voilà, ou parfois des compositions avec la dernière édition. Mais ici, Geralf leur donne le vol, qui est la capacité qui fait la différence, quoi. J'avais déjà vu des gens jouer Archétype de l'imagination, qui coûte 6 mana quand même, pour donner le vol à toutes tes créatures, et dans les jeux zombies, et c'est vrai que là, Geralf, lui au moins il coûte pas 6 mana, évidemment, et il synergise très bien avec ces zombies-là. Surtout que derrière, il peut recycler, sacrifier des zombies non-jetons pour créer un gros jeton derrière. Il y a certains zombies qui pourront être exploités de cette manière-là, qui sont très efficaces, notamment les zombies qui se boostent quand d'autres zombies arrivent en jeu. Il paraît que les sacrifier derrière pour faire un gros jeton, ça peut être pas mal non plus, si jamais il y a une phase d'attaque ou une gestion qui part. Donc il y a une certaine forme de protection, parce que du coup on recycle une créature qui serait gérée d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, c'est très intéressant aussi dans les jeux zombies d'avoir Geralf. Le second commandant bleu de l'édition, c'est Jacob Hawken, inspecteur, qui devient la perspicacité de Hawken de l'autre côté, on en parlera après. Une créature légendaire humain est conseillée 0-2 pour 2 mana dont 1 bleu. On l'engage pour piocher une carte, puis exiler une carte de votre main face cachée. Vous pouvez regarder cette carte tant qu'elle reste exilée. Vous pouvez payer 6 mana, dont 2 bleus, si vous faites ainsi transformer Jacob Hawken, et du coup de l'autre côté il devient un enchantement légendaire, la perspicacité de Hawken. Au début de votre entretien, exilez la carte dessus de votre bibliothèque face cachée. Vous pouvez regarder cette carte tant qu'elle reste exilée. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain ou lancer un sort parmi les cartes exilées par ce permanent, sans payer son coût de mana. Alors, c'est assez intéressant. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire autour. J'ai vu des gens qui s'excitaient un petit peu trop, d'autres qui disaient que c'était extrêmement nul. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, je pense, à remettre en perspective autour de Jacob. Donc notre petit Jacob, alors je vais parler assez vite de la face recto, parce qu'en fait, finalement, ce qui est visé, c'est la face verso. Jacob, en fait, il a ce petit effet de looting, semi-looting, je devrais dire ça, du coup qui permet de piocher une carte, puis ensuite d'exiler face cachée une autre. C'est très intéressant, moi je trouve que ça reste une bonne value déjà de base. La carte exilée, bien sûr, il y a toujours un petit risque, parce qu'en fait, ce qui va nous permettre de la rejouer, la carte exilée, c'est perspicacité de Hawken, donc de l'autre côté, mais je pense que c'est suffisamment intéressant déjà de base.
Le petit problème, c'est que le coût de 6 à payer pour le transformer, c'est dans la capacité. C'est-à-dire que c'est pas une capacité à part où vous payez 6 pour transformer Jacob Oken. Non, c'est dans la capacité de piocher la carte, quand vous l'engagez, clac, bah vous pourrez le transformer en payant 6 au cours de cette capacité. Ce qui est un petit peu très restrictif, hein, on va le dire tout de suite, parce que vous pouvez pas le transformer comme vous le souhaitez comme ça. Mais ça reste assez intéressant. De l'autre côté, la perspicacité de Oken, évidemment, elle est très bien. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire autour, hein, parce qu'on est sur une semi-omniscience, puisque c'est pas tous les sorts qui sont gratuits, mais c'est uniquement l'un des sorts que vous avez exilé que vous pourrez du coup jouer sans payer son coup de mana. Alors évidemment, vous ne pouvez faire qu'une fois l'action, soit de lander depuis l'exil avec les cartes exilées par la perspicacité de Oken, soit du coup lancer un sort sans payer son coup de mana. C'est assez intéressant. Je pense que il n'y a pas grand chose d'autre à exploiter en fait, ça va être, je vais pouvoir lancer des sorts gratuitement. Alors du coup vous pouvez partir dans le mode, oui absolument, je veux lancer des gros spells etc, mais bon, je pense qu'il vaut mieux maîtriser un petit peu plus le dessus de la bibliothèque, donc Toupie, également Scroll Rack, etc. D'autres effets qui font du regard, Brainstorm aussi bien sûr, tous des effets pas trop chers en fait pour que vous puissiez contrôler un maximum le dessus de la bibliothèque et rendre la perspicacité de Oken rapidement intéressante. Mais évidemment ce qui compte toujours c'est le coût déjà à payer pour la transformer. Donc on va devoir ramper aussi, c'est assez particulier. Honnêtement, j'ai un doute quand même concernant la synergie générale, en fait, de Jacob. Ce qui est un peu compliqué ici, c'est d'envisager d'avoir énormément de mana à dépenser pour réussir à avoir quelque chose qui va nous faire un peu de value, certes efficace, très efficace, mais qui demande quand même un certain investissement. Et c'est toute la complexité du truc. Je pense que Jacob, en fait, vous allez jamais le jouer au tour 2, même s'il coûte 2, si vous allez souvent le jouer du coup au tour 5 pour pouvoir au tour 6 le transformer rapidement. Mais voilà, ça va être assez intéressant. Mais le but, contrôler dessus la bibliothèque, probablement contrôler également le board aussi, pour se protéger un maximum. Et on doit pouvoir faire des trucs, mais ça peut partir dans plein de directions en fait. À vous de voir et d'être imaginatif autour de ce commandant. On passe au commandant noir avec Enrika Domnati, une créature légendaire vampire qui coûte 4 dons 2 noirs, une 1-3 avec le vol, et au début du combat pendant votre tour, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Chaque joueur sacrifie une créature, ou vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, ou transformez Enrika Domnati. Et de l'autre côté, Enrika, voyante infernale, qui est aussi une vampire, 3-4 cette fois-ci, vol, contact mortel et lien de vie. Et pour 3 dont 2 noirs, chaque créature avec le vol, le contact mortel et ou le lien de vie que vous contrôlez gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Alors, je vous avoue que j'ai un avis assez tranché sur Enrika Domnati. Je pense que la face recto ne sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, vous allez avoir éventuellement, oui, l'envie de piocher, etc. Mais le sacrifice pour chaque joueur, le petit problème pour moi, c'est que c'est symétrique, et que malheureusement, en fait, si vous n'avez pas envie de transformer Enrika, c'est généralement parce que vous n'avez pas assez de créatures. Donc, je pense que vous n'avez pas tellement envie d'utiliser la capacité de sacrifice. Donc, la plupart du temps, ça va être je pioche, si jamais j'ai vraiment besoin de piocher, et ensuite, le tour suivant, je la transformerai. Sinon, c'est, ok, Enrika, je vais la transformer tout de suite, et on va arriver sur le côté très tribal. Alors, c'est pas tribal vampire ici, c'est le tribal capacité, c'est le tribal mot-clé, alors pas tous les mots-clés bien sûr, mais vol, contact mortel et lien de vie. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que Enrika, elle a ces 3 mots-clés qui sont déjà puissants, et il lui en manque un pour être vraiment débile, c'est piétinement, mais il y a moyen de le faire, hein, même en mono noir. Du coup, c'est quand même super intéressant, je pense que c'est un commandant en fait qui a un gros potentiel à jouer tribal, ou bien même à être joué Voltron, éventuellement. Oui, je vous ai bien entendu, parce que bon, c'est un commandant qui est quand même assez peu cher, 4 mana ça reste très raisonnable, mais qui peut également se transformer le tour où elle arrive. Vous le jouez avant le combat, hop, début du combat, je la transforme, boum, c'est une 3-4, vol, contact mortel, lien de vie. Ce qui est déjà un très très bon bloqueur, ça va dissuader énormément les adversaires de vous la bloquer, et en plus vous en retirez une value avec le lien de vie derrière. Et ce boost, honnêtement, il est génial. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Vol, contact mortel, lien de vie, c'est 3 capacités qui sont très représentées dans mono noir. Je pense qu'on peut en effet en tirer quelque chose. Il y a même des créatures qui combinent les deux, donc voilà. Ça peut être très 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 intéressant. Et dans un tribal mot-clé dans un autre deck, elle peut être aussi très bien jouée. On passe déjà au commandant avec identité colorée multicolore. Et ouais, il n'y a pas de commandant rouge et il n'y a pas de commandant vert. Encore une fois, c'est très 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 bizarre. Ça, je vais vous le dire tout de suite.
Mais du coup, on va passer au multicolore, et on va commencer avec Toxrill, le corrosif, du coup qui est une créature limace et horreur 7/7 pour 7 dont 2 noirs. Au début de chaque étape de fin, mettez un marqueur boue sur chaque créature que vous ne contrôlez pas. Les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent -1/-1 pour chaque marqueur boue sur elle. À chaque fois qu'une créature que vous ne contrôlez pas avec un marqueur boue sur elle meurt, créez un jeton de créature 1/1 noir limace. Et évidemment, pour un bleu et un noir, sacrifiez une limace, piochez une carte. Ce qui fait que du coup, elle est Dimir, cette créature. Très intéressant en fait, parce que, alors le tribal limace, il va falloir peut-être attendre un petit peu avant que ça soit réellement utile, mais ici en fait, on a pas mal de choses intéressantes. On est déjà sur le côté marqueur boue avec le -1/-1 sur toutes les créatures. L'avantage c'est que si jamais vous rejouez Toxrill parce qu'il a été géré, etc., les marqueurs boue sont toujours là, donc du coup il y a toujours le -1/-1 qui peut s'appliquer. Je pense en fait que on a moyen d'être extrêmement efficace avec Toxrill. Alors évidemment, moi je pense un petit peu à la prolifération. L'avantage c'est qu'on a le bleu avec Toxrill, du coup, dans son identité colorée, ce qui nous permet de proliférer un petit peu plus, bien évidemment. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que derrière, si vous jouez un deck purement gestion, vous avez moyen de faire une chier de limace derrière, et juste de synergiser un petit peu à fond avec tout ça. Donc ouais, il y a probablement quelque chose à en tirer, plus la value derrière de pouvoir piocher en sacrifiant les limaces qu'on a créées auparavant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et le gros avantage, c'est quand même le fait que la capacité se déclenche au début de chaque étape de fin. C'est fort. Honnêtement, Toxrill est un commandant qui est très fort, parce qu'il permet de gérer, il va tout de suite vraiment shooter toutes les créatures qui sont à 1 endurance, et puis le tour suivant, il faut que les gars se préparent et qu'ils gèrent, et honnêtement, je pense que sur le tour de table où Toxrill arrive, il va avoir tendance à avoir un impact assez grand, parce que du coup, il va gérer les créatures à 1 endurance, puis c'est la 2, puis c'est la 3, et ça va être extrêmement fort. La seule chose en fait que je crains un petit peu quand on rencontre un Toxrill, c'est qu'en fait les adversaires vont énormément jouer autour du fait que ils savent qui est en zone de commandement et qui peut faire des conneries. C'est la grosse limace, voilà, le corrosif qui est là. Et je pense que ça va être un petit peu ardu, mais il va falloir adapter sa façon de jouer face à Toxrill en disant « Ah mince, je joue des petites créatures, peut-être qu'il va falloir que je sois un petit peu attentif au moment auquel il pourra lancer Toxrill. » Voilà. Après, ce que j'envisage également, c'est tous les boosts de mana, évidemment, réducteurs de coûts, pour le noir, bien sûr, parce qu'il faut qu'on puisse sortir Toxrill le plus rapidement possible. C'est une 7/7 pour 7 déjà, et qui en plus réduit les forces et endurance de toutes les créatures adverses, ça va être compliqué, quoi. Donc pour les adversaires, il y a un impact assez fort sur leur jeu, et qui risque vraiment de les handicaper en fait pour le reste de la game. Et en plus on a commandant 7/7. Moi 7/7 ça me fait dire, ah attends, 7 de force, c'est 3 attaques, et puis t'es mort au dégâts de commandant. Commandant suivant en multicolore, c'est Agneux, demoiselle de déshonneur, une créature légendaire vampire 4/5 pour 4, dont un noir et un rouge. Chaque fois que Agneux et ou au moins un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton sang. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et alors, le jeton sang, c'est un artefact en fait qui dit pour 1 et en l'engageant, vous défaussez d'une carte, vous sacrifiez cet artefact, et du coup vous piochez une carte. Et une deuxième capacité, pour 2, sacrifiez une autre créature ou un jeton sang. Chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Alors, je vais être assez honnête avec vous, Agneux m'a pas mal déçu. Déjà parce qu'on sent un petit peu le côté où Wizards essaye de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de combos possibles, trop d'abus. Donc la capacité qu'ils déclenchent qu'une seule fois par tour, c'est quand même un peu chiant, on va pas se mentir. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se retrouve avec une capacité qui peut se déclencher sur n'importe quel type de créature vampire, les jetons ou les non-jetons. Les jetons sang, je m'en parlais assez rapidement, je pense qu'ils sont relativement intéressants, parce que bon, c'est de la défausse qui permet de piocher ensuite. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, parce que bon, c'est du looting plutôt intéressant. Il n'y a pas grand chose à faire avec, même si ce sont des artefacts qui doivent avoir 2-3 moyens d'en abuser un petit peu, mais ça reste assez simple en fait. Derrière, j'aime beaucoup la deuxième capacité de Agneux, en fait, qui va exploiter ces jetons sang, ou bien les créatures que vous voulez sacrifier. Alors du coup, on peut se retrouver sur un petit peu Rakdos sacrifice un petit peu classique. Ce qui est un peu dérangeant pour moi, je pense, c'est que ça coûte 2 mana en plus de sacrifier. Certes, la capacité est forte, mais malheureusement, les jetons sang, il n'y a pas beaucoup de moyens d'en générer. Alors les autres créatures, évidemment, on peut partir sur un noir-rouge jeton un petit peu vénère, avec éventuellement du Ranimator, avec pourquoi pas de l'Undying, du Persist, tout ça. C'est faisable, en fait. Mais je pense que malheureusement ça va se faire au détriment de la première capacité. Si on veut jouer vampire et jeton sang,
La deuxième capacité va être cool, mais malheureusement elle sera pas forcément ultra exploitable parce que généralement les vampires t'as envie de les garder. Les jetons sang tu peux les exploiter, mais malheureusement Agneux n'en propose pas assez en fait, avec le blocage qu'il y a, avec la restriction une fois par tour. Et si on le joue pas vampire et qu'on le joue jeton et récursion de créatures avec réanimation et tout, bah on n'exploite plus du tout la première capacité, donc c'est assez étrange là-dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Agneux est exploitable d'un côté comme de l'autre, mais si on le fait vampire, ça risque d'être un peu faible. Si on le fait autre créature récursion, ça n'exploite plus sa première capacité. Mais bon, il y a peut-être quelque chose à voir autour. Juste pour vous prévenir, pour ceux qui diraient, oui mais bon, les jetons sang, il n'y a pas que Agneux qui peut en faire. Bah le problème c'est qu'en fait, même dans l'extension Noce Écarlate, oui je spoil un petit peu, bah, on n'a pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments à création et à exploitation de jetons sang qui étaient réellement vraiment puissants pour le format. C'est ok, voilà, mais c'est pas ultra fort. Un nouveau commandant double face, c'est Dorothea, victime vengeresse, une créature légendaire esprit 4/4 pour 2, dont un blanc et un bleu, qui a le vol. Quand elle attaque ou elle bloque, sacrifie-la à la fin du combat, et elle a la perturbation pour 3, dont un blanc et un bleu. Et elle devient du coup le châtiment de Dorothea, un enchantement aura qui enchante une créature. La créature enchantée a, à chaque fois que cette créature attaque, créé, engagé et attaquant, un jeton de créature 4/4 blanche esprit avec le vol. Sacrifiez ce jeton à la fin du combat, et si elle devait être mise dans un cimetière lequel vienne, exilez-la à la place. Ok, Dorothea en fait, je vais vous avouer, moi mon point de vue, voilà, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, je la trouve pas très bien. Voilà, c'est vraiment pas très bon parce que c'est un commandant qui coûte peu cher, certes, mais à partir du moment où il va être utilisé pour le combat, eh ben elle meurt. Voilà. Après, il y a probablement d'autres moyens de l'utiliser. Hein. On peut très bien l'utiliser en disant oui, elle a une force élevée, donc du coup on peut l'exploiter dans le deck, etc. et tout, mais on est en blanc-bleu. Soyons honnêtes un petit moment, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire avec. Piloter des véhicules, pourquoi pas si vous voulez, mais ça reste assez contraignant là-dessus. L'autre souci, c'est que le châtiment de Dorothea, en fait, bah, il est pas top. Alors, vous allez me dire, mais si, c'est comme Geist of Saint-Traft. Oui, mais vous savez qu'il y a déjà une aura qui existe, qui coûte le même coût que la perturbation de Dorothea, et qui fait la même chose, qui fait un ange 4/4 avec le vol, et que tu sacrifies à la fin du combat. Voilà, c'est je sais plus comment ça s'appelle, je vous montrerai la carte. Mais globalement, bah, Dorothea, en fait, c'est cet enchantement-là, mais juste avec une étape supplémentaire. Faut d'abord que Dorothea meure, que tu la perturbes derrière, que tu fasses la perturbation, et ensuite, hop, tu auras ton enchantement qui va permettre de faire un Geist of Saint-Traft. Sachant que ça donne pas la défense talismanique, contrairement à Geist of Saint-Traft. C'est quand même compliqué. Enfin, honnêtement, moi je trouve que c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose en fait, ce commandant. Évidemment, il doit y avoir des moyens de contourner un petit peu le sacrifice, pourquoi pas blinker aussi, hein, envisager de faire Dorothea blink, c'est hop, j'attaque à 4, boum, je la blink en réponse à la capacité pour éviter qu'elle se sacrifie. Oui, voilà, il y a des choses qu'on peut exploiter, mais je trouve que ça fait beaucoup de boulot pour éviter de sacrifier la créature, et derrière, l'aura, bah c'est juste une aura, quoi, voilà. Et surtout que la créature, elle a pas de boost, hein, celle qui est enchantée. Donc, et il faut qu'elle attaque. Donc il faut vraiment qu'on ait un deck qui soit basé beaucoup esprit, je pense, avec de l'évasion et tout. Mais c'est compliqué. Et même dans les decks, en fait, en dehors de Dorothea en zone de commandement, je pense qu'elle sera pas jouée non plus parce qu'il y a la même restriction. À moins d'avoir cette exploitation de la force de la créature pour un coût peu élevé. Mais bon, malheureusement, blanc-bleu, c'est pas souvent dans ces couleurs-là qu'on cherche ce genre de caractéristiques. Continuons avec celui que tout le monde attendait, Edgar, marié enchanté, une créature légendaire vampire et noble 4/4 pour 4 dont un blanc et un noir. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1, et quand il meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille transformé et sous le contrôle de son propriétaire. Et bah transformé, c'est le cercueil d'Edgar Markov, un artefact légendaire. Au début de votre entretien, créez un jeton de créature 1/1 blanche et noire vampire avec le lien de vie, et mettez un marqueur ligné sur le cercueil d'Edgar Markov. Ensuite, s'il y a au moins 3 marqueurs lignés sur lui, retirez ces marqueurs et transformez-le. Du coup, il redevient Edgar. Alors, je pense que la déception a été palpable au moment où la carte a été révélée. Il y a en effet un petit problème avec ce Edgar, c'est que déjà il est plus tricolore, mais bon, honnêtement, voilà, hein, le Edgar tricolore il existait surtout pour dire ok, on a un commandant tricolore pour jouer notamment les vampires d'Ixalan et les anciens vampires qu'on avait avant en noir-rouge. Ici, voilà, bon, maintenant c'est Edgar Markov, il est blanc-noir, c'est tout à fait normal. Les Markov, c'est des blancs-noirs. Edgar, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? C'est un lord, il donne des boosts, et c'est tout. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont
beaucoup râlé autour de cette carte, je suis d'accord, je peux comprendre la déception, parce qu'on a eu un Edgar Markov qui a marqué le format Commander, qui le marque encore aujourd'hui, 4 ans après quand même, c'est pour vous dire. Là, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans le même power level. Après, on est dans une édition standard, il faut le rappeler aussi. L'avantage, en fait, de Edgar Markov, c'est la récursion. C'est-à-dire que, à partir du moment où il meurt sa face créature, et du coup, il sera conservé dans son petit cercueil. Pour 3 tours, voire peut-être même moins, si jamais on arrive à proliférer dessus, même si j'y crois pas tellement en blanc-noir, hein, bien sûr. Mais il y a ce petit côté où on le garde de côté pendant un petit moment, et surtout, il nous refait des créatures. Il y a un intérêt, il y a une plus-value avec Edgar, c'est sûr qu'on est sur un commandant qui est beaucoup moins agressif et oppressif qu'auparavant, mais il ne coûte que 4, mais il n'est que blanc-noir, et en plus il crée des jetons, et en plus il revient de lui-même. Le petit problème, c'est en effet si on arrive à gérer, quelqu'un arrive à gérer le cercueil d'Edgar Markov, du coup là il revient pas sur sa face Edgar, bien sûr. Donc ça c'est le petit souci, mais il est protégé en fait de pas mal de façons. Évidemment s'il est exilé, là ça marche pas non plus, enfin voilà. Mais c'est suffisant en fait, je pense que c'est suffisant pour beaucoup de choses, il y a quand même moyen d'en faire quelque chose, et de faire en sorte que vraiment on a un commandant qui soit efficace pour les vampires et plutôt tranquille pour les vampires. Et surtout, c'est un commandant blanc-noir vampire, il n'y en a pas beaucoup qui existent, généralement les autres sont plutôt ok. Donc voilà, moi je pense qu'il est pas mal en fait, sans être non plus exceptionnel, c'est évident. Passons maintenant à Erut, prophétesse tourmentée, une créature légendaire humain et sorcier 2/4 pour 3 dont un bleu et un rouge. Si vous deviez piocher une carte, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque à la place. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Extrêmement intéressant et extrêmement risqué aussi, tiens, je tiens à le préciser tout de suite. En fait, on est face à une carte qui permet de storm, voilà, de faire vraiment... Je vais jouer plein de sorts sur le même tour. On sent que c'est une grosse carte qui peut vraiment aller très 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 loin. Ça, je vous avoue que c'est très intéressant là-dessus, hein. Mais le risque est très élevé. On a cette possibilité en fait de remplacer toutes nos pioches par de l'exil de l'impulse draw, comme on dit, hein, bien sûr. C'est-à-dire exiler des cartes qu'on peut jouer ce tour-ci. Mais le gros problème en fait c'est que justement, elles ne sont jouables que ce tour-ci. Donc il y a une prise de risque, on veut draw, mais derrière on va avoir des cartes qui seront disponibles que ce tour-ci, donc on doit les utiliser, sinon elles seront définitivement perdues. Le petit problème c'est qu'en effet, ça risque d'être un petit peu risqué, sachant que c'est pas uniquement les pioches en dehors de la pioche du tour, ce sont toutes les pioches, donc même la pioche du tour est affectée. C'est un effet de remplacement qui est très puissant, d'ailleurs qui permet de ne pas perdre la partie, puisque vous piochez pas, à la place, vous allez exiler 2 cartes. Voilà. À la manière de la fameuse liche du souterrain, bien sûr. Ici, c'est aussi une possibilité. Mais le but ne va certainement pas être de gagner ou de stoller grâce à Erut comme ça. Ça va surtout être de dire, ok, je peux juste avoir plein de sorts qui permettent de piocher une carte, et du coup, je pioche, ok, je récupère 2 cartes du dessus de ma bibliothèque, il y en a une qui me fait piocher, donc du coup je pioche, et hop, et on est reparti, donc du coup j'exile à nouveau 2 cartes, et en fait on lance des sorts comme ça en boucle, notamment avec tous les réducteurs de coups qui existent, tous les effets qui font du mana, ou du style, je pense évidemment à l'artiste au four de tempête, qui du coup permet de faire des trésors chaque fois qu'on lance, ou qu'on copie un éphémère ou un rituel. Et derrière, vous me connaissez, voilà, tempête de 1000 ans, tout ça, pour copier en plus les sorts. Derrière, on peut piocher plus avec l'archimage émérite. Oui, je parle des... Oui, si vous avez vu la table de Innistrad de Chasse de Minuit, vous allez vous dire, mais attends, mais il nous reparle des mêmes cartes qu'il a jouées. Oui, mais en même temps, en fait, là, on est dans la même logique, hein. On est exactement dans la même logique, en disant, ok, mes sorts me font piocher, et du coup, je peux juste piocher plus, rejouer encore plus de sorts, etc., et partir dans une boucle assez phénoménale, où je peux juste storm comme un gros taré. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter. Donc du coup, il nous faut une condition de victoire. Et là, évidemment, il y en a plein. Hein. Je veux dire, on est en storm, donc on peut s'amuser à jouer, évidemment, Grapeshot. Hein. On peut s'amuser à jouer, pourquoi pas, le réservoir de fluide éthérique. Voilà, donc il est là, donc du coup, hop, je lance mes spells, je gagne plein de points de vie. Boum, je mets 50 à chaque joueur. On est parti. Et voilà, c'est ultra efficace, hein, bien sûr. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui peuvent réellement impacter la partie, et qui sont utilisables grâce à Erut, ou qui sont plutôt... Alors elles étaient déjà utilisables, mais qui sont plutôt mises beaucoup plus en valeur grâce à Erut, mais avec une énorme prise de risque. C'est-à-dire que Erut, vous ne la jouez jamais au tour 3, à moins que vous ayez déjà le setup pour Storm comme un gros taré. Erut, on ne la joue pas au tour 3, parce que sinon vous allez vous retrouver à systématiquement perdre des cartes importantes, parce que vous allez en exiler, vous ne pourrez pas toutes les jouer tout le temps, donc c'est pas faisable. Ici, je pense vraiment qu'on est face à un commandant qui demande à ce que on le joue à un instant T, au moment où la combo est prête à partir.
Le suivant, alors un peu moins charmant, quoique, c'est Grolnok l'Omnivore, une créature légendaire grenouille, 3-3 pardon, pour 4 mana dont un vert et un bleu. À chaque fois qu'une grenouille que vous contrôlez attaque, meulez 3 cartes. Et à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, exilez-la avec un marqueur courassement sur elle. Vous pouvez jouer des cartes et lancer des sorts parmi elles que vous possédez en exil avec des marqueurs coassement sur elles. Grolnok, il y en a qui ont déjà théorisé énormément autour du commandant, donc je vais résumer ça tout de suite. Grolnok, c'est un commandant qui peut partir en CEDH. Voilà, je le dis tout de suite, voilà, donc en compétitive EDH. Vous allez me dire, attends, mais tu te fous de notre gueule, il fait avec des grenouilles, il meule des cartes. Oui, mais en fait, la grande capacité de Grolnok, c'est de dire, ok, à chaque fois qu'on meule des cartes de notre deck, eh bien, on va les exiler, et du coup, en fait, ça devient une extension de la main. Sachant qu'en plus, Grolnok n'a pas besoin de rester en jeu, c'est-à-dire que s'il part et qu'il revient ensuite, bah, les cartes sont toujours exilées avec des marqueurs croissement sur elles, et vous pouvez toujours les jouer. Ce qui veut dire que Automeule, généralement, c'est une stratégie dans laquelle on dit que le cimetière est une extension de notre main, mais le problème c'est que le cimetière il peut être géré, hein, voilà, le Bojuka Bog, Trick de Tormod, etc., il y en a plein, on les compte plus. Mais Grolnok, lui, il dit « Ah non, moi je les mets pas au cimetière, moi je les mets en exil, comme ça les mecs, ils peuvent même pas y toucher. » Et t'es là, ok d'accord, alors il y a évidemment quelques cartes qui permettent d'y toucher, mais très peu. Vraiment, Grolnok, il est très fort là-dessus. Je pense qu'en fait, c'est typiquement le genre de commandant qui va jouer énormément auto-meule. Alors l'avantage c'est que généralement il y a des cartes bleues qui ne font pas meuler les adversaires mais un joueur ciblé, donc du coup utilisez-les à bon escient, il paraît que ça fonctionnera bien avec Grolnok. En vert on a déjà pas mal d'auto-meule qui existent, évidemment on pourrait avoir le noir en plus, ce serait vraiment top, on aurait aussi une certaine grenouille qui serait intéressante avec, mais non. Je pense qu'en fait Grolnok il y a plusieurs façons de le monter. Ou bien vous essayez le tribal grenouille, ce qui va être très chiant à faire parce que vous n'avez pas beaucoup de grenouilles en Magic, et généralement elles sont pas exceptionnelles, donc ça va être plutôt ok. Soit vous partez vraiment sur une stratégie automeule plutôt classique et plutôt sympa qui va vraiment exploiter Grolnok à fond, et du coup ça va être un bon deck, un vrai bon deck, parce que du coup vous allez... ça va être Simic Value, hein, mais Simic Automeule Value, c'est assez original. Et derrière vous avez la version CEDH qui va juste être complètement vénère. Voilà, je ne vais pas détailler la liste, etc. bien sûr, ça vous ferez vos recherches vous-même, vous potasserez vous-même si vous le souhaitez. Voilà, je ne peux pas vous donner un guide là-dessus. Mais Grolnok, il m'a l'air d'être un commandant qui va vraiment jouer de quelques façons très particulières, mais qui, pour moi, la plus facile, enfin la plus agréable, ça va être la version automeule, boui-boui, et je fais un petit peu des gros trucs et tout, et je garde mes cartes de côté, et je fais de la value, mais sans remplir ma main, en fait, finalement. C'est intéressant, je pense que c'est une grenouille qui mérite le détour. Prochain commandant, Alana et Alena, partenaires, créatures légendaires humains et rangers 2-3 pour 4 mana dont un rouge et un vert, avec initiative et portée. Au début du combat pendant votre tour, mettez X marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez, X étant la force d'Alana et Alena. Cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Alors, quand j'ai vu pour la première fois Alena, j'ai un peu pleuré. Non, je déconne, quand même pas à ce point-là, mais j'étais pas mal déçu. Et on m'a mis en avant, en fait, le fait qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec... Enfin, il y a plusieurs choses intéressantes avec Alana et Alena. C'est vrai qu'on pense beaucoup, là on se dit, ouais, c'est un boost, voilà, c'est un plus X, en plus c'est sur une autre créature, ça donne la célérité, mais on a déjà Xenagod qui existe, bien sûr, dans cette catégorie-là, qui donne le plus X, et c'est vraiment vénère, quoi. Et ben en fait, Alana et Alena, l'avantage, en fait, c'est qu'elles boostent en fonction de leur force à elles. Et du coup, ce qui fait une grosse différence, parce qu'il y a des créatures qui, avec Xenagod, ne profitaient pas beaucoup du plus X, parce que Xenagod donnait plus X pour X étant la force de la créature ciblée. Et t'es là, oui, mais le problème c'est que sur une 1-1 ou une 2-2, bah c'était un peu léger. Le truc c'est que Alana et Alena ici mettent des marqueurs, donc déjà c'est permanent, et en plus derrière c'est en fonction de leur force à elles. Donc éventuellement si on arrive à les booster d'une manière ou d'une autre, hein, voilà, je pense à un truc à la con, mais il y a moyen de le faire. Du coup, bien sûr, il y a moyen de l'exploiter beaucoup plus, et de donner à des créatures qui étaient très petites, mais avec de très bonnes capacités. Alors on m'a parlé d'un truc qui s'appelle l'infection, je sais pas si vous connaissez, ça a l'air plutôt sympa. Ça permet de finir des games extrêmement vite, et ben ça a l'air plutôt pas mal, notamment que en plus, infection, mine de rien, bah en vert il y a de quoi proliférer aussi pour l'infection, et pour les marqueurs +1/+1 que vous mettez sur les créatures en question. Donc il y a moyen de le jouer comme ça va être très particulier, ça je vais pas vous mentir, hein. C'est vraiment un commandant qui joue d'une façon assez particulière, infection en étant une, il y a également toutes les stratégies, vous avez des créatures avec de l'évasion bien sûr, et qui veulent se booster, qui sont petites, et du coup vous voulez les booster, les faire attaquer très vite, c'est efficace aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment un moyen de le monter.
sans être non plus dans un... Allez, on va dire un deck extrêmement débile, ça peut fonctionner en fait, ça peut être un bon deck. Commandant suivant, le retour d'une figure assez connue, c'est Odric, maudit par le sang. Une créature vampire et soldat, 3-3 pour 3 dont un rouge et un blanc. Et quand Odric, maudit par le sang, arrive sur le champ de bataille, créez X jetons 100, X étant le nombre de capacités parmi le vol, l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, le piétinement et la vigilance trouvés parmi les créatures que vous contrôlez. Évidemment, on compte chacune des capacités qu'une seule fois. Alors, c'est une grosse référence au Odric numéro 2, qui partageait les capacités parmi celles citées ci-dessus, plus il y avait le Skull, que c'était la furtivité, voilà. Du coup, Odric ici repart là-dessus. Alors, bon, c'est devenu un vampire, voilà, il se passe des choses, quoi. Du coup, il y a pas mal de choses à exploiter, en fait, autour d'Odric. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, il est nul et tout, en plus il est blanc-rouge pour un vampire, c'est naze, généralement il faut qu'il y ait du noir. » Je comprends un peu la déception, bien sûr, mais Odric, en fait, on s'en fiche que ce soit un vampire. Ce qui compte pour nous, en fait, c'est que Odric, il joue sur les capacités. Il joue sur les capacités, et il crée des jetons 100. Vous allez dire, oui, mais les jetons 100, tu nous as dit avant avec Agneux que c'était pas terrible. Oui, je dis toujours ça. Je suis d'accord là-dessus, mais en fait, c'est exploitable d'une autre façon qui est très particulière, c'est que les jetons 100 sont des artefacts. Et du coup, on a du sacrifice d'artefacts disponible évidemment dans le format, on a également en rouge quelques utilisations d'artefacts, notamment pour mettre des blessures directes qui sont plutôt pas mal, donc il y a moyen d'exploiter tout ça. Qui plus est derrière, on est en blanc-rouge. Blanc-rouge, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est probablement une des combinaisons colorées qui a le plus de mots-clés différents existants, surtout sur des petites créatures. Voilà, vous avez probablement vu ces dernières années, des créatures pour 1 mana qui sont des vols liens de vie, des vols d'initiative. Pour 2 mana, on a également des créatures avec vol et la menace, par exemple. Et tout ça en blanc-rouge, et c'est quand même ultra efficace, sans compter qu'on a également la célérité, enfin bon, c'est tout le bordel, enfin voilà. Autant vous dire que Odric, en fait, il a ce moyen d'exploiter énormément ses mots-clés. Alors évidemment, tout seul, il fait rien. Voilà, si le board est vide, il va rien faire. Donc c'est évidemment un commandant qui va être joué à un instant T, à un moment où le board a été suffisamment rempli. Après derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ces marqueurs, ces jetons 100 ? Bah, soit on passe en mode ultra looting, et le but c'est d'aller récupérer quelques cartes en particulier, et du coup de faire un peu n'importe quoi avec, notamment avec les... Bah, pourquoi pas récupérer l'autre Odric derrière, le numéro 2, pour partager les capacités, et faire en sorte que vos créatures soient vraiment ultra boostées. Je vous assure que ça fonctionne. Mais derrière, il y a évidemment d'autres solutions qui peuvent être envisagées. Mais le fait que vos jetons que vous créez sont des artefacts peut rendre la chose très intéressante. Je n'ai pas de decklist à vous proposer, j'ai pas d'idée précise, parce qu'en fait, pour le moment, c'est quelque chose qui cogite beaucoup. Il va falloir exploiter à fond le commandant, et je pense qu'en fait, il y a une decklist qui va exister de ce commandant-là, une vraie bonne decklist, très efficace, et les autres seront bien inférieures, et du coup, bah, généralement, elles seront pas jouées. Le commandant suivant est un peu surprenant, c'est le vieux Rothstein, une créature légendaire humain et paysan. Et oui, on a un paysan légendaire. Une 1-4 pour 3 dont un noir et un vert. Quand il arrive sur le champ de bataille ou au début de votre entretien, meulez une carte. Si une carte de terrain est meulée de cette manière, créez un jeton trésor. Si une carte de créature est meulée de cette manière, créez un jeton 1-1 insecte. Si une carte non créature non terrain est meulée de cette manière, créez un jeton 100. Le vieux Rothstein, c'est assez particulier parce que on trouve que le commandant est assez mou à première vue. C'est vrai, t'es là, bah oui, il fait meuler au moment où il arrive en jeu ou au début de ton entretien, t'es là, ouais, c'est quand même un peu léger, quoi, donc ça a l'air un petit peu mou du genou. Mais en fait, il y a moyen de l'exploiter de plusieurs façons différentes. Alors évidemment, on pourrait dire Blink, mais Blink, attends, on est en noir-vert, il y a un petit problème là. Oui, en effet, on n'a pas le blanc ni le bleu, donc Blink, ça va être compliqué de l'utiliser réellement. Automeule, bah le problème c'est qu'en fait, il n'exploite pas les autres capacités qui font Automeule, donc ça devient un petit peu compliqué cette histoire. Et c'est vrai qu'en tant que commandant, je pense qu'il ne vaut pas le coup. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, je pense que c'est un petit peu trop mou. Il faut réussir à faire éventuellement des boucles de réanimation, ce qui est faisable, mais ça va demander beaucoup de boulot pour automeuler. Et pour arriver à quoi, en fait, il va falloir vraiment qu'on arrive à quelque chose avec cet automeule. Surtout qu'après, c'est pour faire des jetons trésors, insectes et sang. Alors les trésors, c'est sympa. Les insectes, c'est ok, parce que c'est des créatures, ça permet de se sacrifier. Les jetons sang, c'est un peu plus compliqué. Donc, vraiment, je pense que le vieux Rothstein, en tant que commandant, ça va être compliqué, mais dans d'autres decks, par contre, dans les decks qui veulent justement automeule, dans les decks qui font la réanimation un petit peu en boucle et qui peuvent réussir à faire des trucs un petit peu débiles, je pense également, pourquoi pas, à Meren, dans le même genre,
parce que Meren pourrait ramener le vieux Rothstein régulièrement, du coup, qu'on mêlera à nouveau des cartes qui pourront être réanimées ensuite. Ça peut être très sympa. Donc tout ce qui est deck sacrifice, etc., ça peut être vraiment cool. Mais ça va demander beaucoup de travail pour l'intégrer dans un deck en particulier. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais que ça reste assez contraignant, en fait, comme commandant, pour le jouer. Donc du coup, voilà, probablement plus dans d'autres decks que dans le sien. On a également Olivia, mariée écarlate, une créature légendaire vampire et noble 3-4 pour 6, dont un noir et un rouge, qui a le vol et la célérité, et à chaque fois qu'elle attaque, renvoyez sur le champ de bataille, engagée et attaquante, une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Elle acquiert quand vous ne contrôlez pas de vampire légendaire, exilez cette créature. C'est assez dingue en fait comme carte, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, on est sur du réanimator un petit peu violent, hein. Elle coûte 6, oui, c'est cher, je suis d'accord, mais en même temps c'est complètement justifié parce que sa capacité est très forte. Elle l'utilise dès qu'elle arrive aussi, parce que c'est au moment où elle attaque, mais elle a la célérité, et elle a le vol, donc du coup elle a de l'évasion, elle est 3-4, donc du coup elle peut permettre d'encaisser quand même pas mal de dégâts. C'est ultra intéressant là-dessus, et la réanimation directe engagée attaquante d'une créature, c'est quand même très violent. Sachant qu'en plus, il y a quelque chose d'assez drôle, je me suis rendu compte en écrivant cet épisode, c'est que Olivia, mariée écarlate, dit que, en gros, la créature acquiert, quand vous ne contrôlez pas de vampire légendaire, existe cette créature. Mais attention, c'est noté, de vampires légendaires, pas d'autres vampires légendaires. Vous allez me dire, pourquoi il dit ça ? Bah parce qu'en fait, si vous faites de la réanimation de vampires légendaires, ça veut dire que comme ils ont la capacité, mais comme ils sont eux-mêmes légendaires et vampires, bah du coup c'est bon en fait. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de vous emmerder, c'est que si vous faites de la réanimation de vampires légendaires, bah en fait ça fonctionnera. Alors bien sûr, il y a plein de vampires légendaires qui sont plutôt mais je crois qu'on avait regardé, il y avait 26 vampires légendaires qui existent dans Magic en noir et rouge, identité colorée, et je pense qu'il y en a 6 d'entre eux qui sont pas vraiment jouables, parce qu'ils sont vraiment pas terribles. Les autres sont plutôt ok, voire très bons, hein, pour certains. Donc Olivia, mariée écarlate, je pense qu'elle peut très bien fonctionner en fait, avec cette stratégie un peu réanimation vampire légendaire, et ensuite réanimation de très bonnes créatures en fait. Donc, en faisant le tri, je pense qu'on peut faire un mix un peu des deux. Voilà, le côté des gros vampires légendaires qui tâchent et qui sont vraiment très puissants, et ensuite des grosses créatures à réanimer. Donc ça va être beaucoup joué sur la défausse, l'automeule, etc., pour que Olivia puisse réellement avoir du gaz au moment où elle va arriver en jeu. Alors évidemment, il y a un truc en particulier, il existe déjà une combo, et oui, on n'a pas tardé à craquer un peu le code là de Olivia. C'est avec le Portraiser en fait, je sais plus comment il s'appelle en français, excusez-moi, mais en gros cette créature qui dit que quand elle touche un adversaire, et bah du coup, on a une phase de combat, on dégage toutes les créatures, on a une phase de combat supplémentaire après celle-ci, et surtout en fait qui dit qu'elle ne peut pas attaquer un joueur qu'elle a déjà attaqué. Le truc c'est que si jamais on sacrifie le Portraiser après qu'il ait déclenché sa capacité, bah du coup Olivia attaque à nouveau, et du coup elle va réamener le Portraiser, et du coup bah il va attaquer à nouveau un joueur, peut-être éventuellement le même où il n'y a pas de défenseur, parce qu'il faut qu'il passe quand même le coco, et derrière bah ça va être ok bah hop je touche, ah bah tiens phase de combat supplémentaire, hop on dégage, je le sacrifie, hop Olivia attaque, et hop on le ramène à nouveau, et c'est parti. Et du coup on peut faire phase de combat infinie, alors évidemment ça devient un petit peu compliqué à partir du moment où il y a de la défense, mais bon, j'imagine qu'en noir-rouge, vous allez trouver des solutions pour gérer un peu le board avant que ça arrive, voilà. Mais voilà, encore une fois, une très belle combo, lol. Donc il y a moyen de faire des choses, en effet, il y a moyen de faire des choses. On continue avec la dernière créature double face, c'est Runo Stromkirk. Une créature légendaire vampire éclair 1/4 vol pour 3, dont un bleu et un noir. Et quand il arrive sur le champ de bataille, mettez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Et au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler cette carte. Si une carte de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6 est révélée de cette manière, transformez Runo Stromkirk. Et Runo Stromkirk se transforme en Crotus, Seigneur des Profondeurs, un kraken et horreur légendaire, 3-5 vol. Oui, il y a des kraken qui volent. À chaque fois que Crotus attaque, crée, engagé et attaquant un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée. Si cette créature est un kraken, un léviathan, une pieuvre ou un grand serpent, créez 2 de ces jetons à la place. Je sais pas trop quoi dire en fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Runo, sa face vampire bien sûr, c'est pas celle que vous allez exploiter le plus. Hein. Le but c'est ici de dire, ok bah je vais pouvoir remettre une carte de créature, jusqu'à une carte de créature ciblée depuis mon cimetière au-dessus de ma bibliothèque. Ok, pourquoi pas, c'est sympa. La condition pour la transformation pour moi elle est simple.
à réaliser. En fait, elle est simple parce qu'on est en bleu-noir. Bleu-noir, contrôle de dessus de bibliothèque. Ça vous parle un petit peu ? Il y a des choses à faire. Voilà, il y a toutes les choses à faire avec les scry, les toupies, les scroll racks, les brainstorm, tout. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses exploitables là-dessus. Et après, le seul petit problème, c'est que il faut que ce soit des créatures avec avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6. Et du coup, là, on est en train de diriger un petit peu tout le deck dans une direction, celle que Crotus va amener derrière, c'est-à-dire la paella, le tribal crustacé, le tribal créature de la mer, voilà, vous l'appelez comment vous voulez, moi je l'appelle tribal paella, parce que c'est marrant. Et pourquoi ? Parce que Crotus, lui, il aime bien. Alors, il fait du clonage. Bon, c'est sympa le clonage et tout, c'est cool et tout, il est content. Honnêtement, en fait, le côté paella où tu peux avoir des kraken, des léviathans, des pieuvres, des grands serpents qui sont copiés 2 fois et qui sont en plus attaquants, ça a l'air assez vénère là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'exploiter à fond ce Crotus en faisant un mix, contrôle de dessus bibliothèque, bien sûr, et également derrière, réanimation, pour pouvoir récupérer éventuellement les grands serpents, tout ça. Et derrière, également, évidemment, tout le côté crustacé paella. Je pense que c'est assez simple, en fait, à monter. Ça a l'air cool. Après, c'est l'équilibrage entre ces différentes parties. Voilà. Pensez également, éventuellement, à Vampiric Tutor. Voilà, parce que ça met au-dessus de la bibliothèque, c'est plutôt pas mal. Voilà, début d'entretien. Ah tiens, attends, avant que la capacité se déclenche, boum, je vais en réponse, je vais mettre Vampiric Tutor, clac. Ah, je vais chercher une grosse bête, tiens. Ah voilà, on a Crotus. Coucou. Et voilà, c'est quand même très efficace. En plus, Crotus, c'est quand même toujours votre commandant, hein, bien sûr. C'est une 3-5 vol, donc il a un bon body aussi, ça fait très plaisir. Il est sympa. Franchement, Runo, très intéressant. Et on va terminer les commandants de l'édition avec Torrens, Point des Anges, un humain éclair 2/2 pour 3, dont un vert et un blanc. Il a l'entraînement, une nouvelle capacité qui dit que, à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 1/1 verte et blanche, humain et soldat, avec l'entraînement. C'est très intéressant en fait, parce que l'entraînement c'est l'inverse du mentor. Le mentor c'est, vous attaquez, il y a une créature qui a une plus faible force que celle qui a le mentor, du coup vous lui mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Ok. Torrens ici c'est l'inverse, lui il aime bien qu'il y ait des créatures plus grosses que lui. Voilà. C'est intéressant cette capacité, je l'aime bien en fait, ça fait que finalement nos petites créatures vont se booster d'elles-mêmes, etc. Évidemment ça peut être cumulable avec le mentor, c'est plutôt cool, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Mais derrière, ce que je vois surtout, c'est qu'en fait Torrens, c'est mentor du monastère. Voilà, si vous ne connaissez pas mentor du monastère, c'est à chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous faites un 1 prouesse, voilà, il lui-même avait la prouesse. Et là c'est pareil, mais c'est avec l'entraînement. Et c'est sympa en fait. Moi en plus c'est chaque fois que tu lances un sort de créature. Donc c'est exactement la version créature de mentor du monastère. Et je pense que c'est une bonne carte en fait. Le commandant, il est pas cher. Il fonctionne bien, en plus on peut jouer humain, on peut juste jouer en fait go wide avec beaucoup de petites créatures à jouer, parce que le but ça va être de faire beaucoup de créatures avec l'entraînement et tout. C'est assez efficace, je pense qu'on peut le monter humain, je pense qu'on peut le monter clair, pourquoi pas, si vous voulez. On peut le monter juste go wide, pas jeton bien sûr, parce que là on n'est pas vraiment dans la même logique, même si derrière les jetons sont créés de manière incidentelle grâce à Torrens. Mais voilà, ne mettez pas d'autres générateurs de jetons si vous voulez jouer jeton Torrens, voilà. C'est très intéressant en fait, moi je le trouve sympa. Vous pouvez le jouer aussi marqueur +1/+1 aussi, hein, j'oublie pas. Voilà, marqueur +1/+1 en blanc-vert, il paraît que c'est assez efficace en ce moment, qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été rajoutées dans cette direction-là. Donc, Torrens, c'est un bon commandant aussi, il est sympa. Alors, si on doit faire un petit bilan des commandants de cette extension Innistrad Noce Écarlate, je vais être assez honnête avec vous, elle est plutôt cool cette édition. On a pas mal de commandants qui sont vraiment intéressants, des trucs qui vont pas forcément avoir leur place dans la zone de commandement parce qu'il y a un peu trop de restrictions, que voilà, peut-être que ça fonctionnerait mieux avec d'autres couleurs en plus, et des fois ça peut tenir quand même la route tout seul hein, aussi. Donc généralement ils vont être pas mal intégrés dans les decks, et je pense qu'il y a beaucoup de decks qui vont vouloir les intégrer en plus, hein, donc ça va être vraiment cool. On a pas mal de nouveaux commandants qui sont super intéressants, qui proposent des designs assez originaux, uniques, et vraiment, certains ça comble un peu des manques qu'il y avait pour le moment. Il y en a certains qui sont vraiment ultra fun, d'autres qui vraiment me posent un peu plus de problèmes. Voilà, ils sont moins puissants que ce qu'on pourrait attendre, il y en a qui sont vraiment compliqués à monter ou à rendre vraiment efficaces.
Donc je peux comprendre en effet qu'il y en a certains qui soient déçus, et il y en a qui vont demander des builds très particuliers, mais qui seront vachement efficaces. Mais globalement, je suis très content. C'est une édition où j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de commandants, où je me dis, mais c'est vraiment nul à chier, ou tout, voilà. Il y a des choses à exploiter avec tous, même s'ils n'ont pas tous le même niveau de puissance, bien sûr. En tout cas, je suis très content, très bonne édition, et n'hésitez pas à me donner aussi dans les commentaires votre avis sur les différents commandants de cette édition, pour qu'on puisse un peu en discuter, et que on puisse débattre un petit peu, que vous donniez votre avis, vos builds éventuellement, sur ces commandants déjà, et comme ça aussi je me motiverai à en monter certains durant les prochains lives de construction de deck, donc du coup je vous y attends également, voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine pour les analyses de cartes de l'extension, et salut à tous, bye bye.